Salut à tous, bienvenue dans Bibliozoom. Pour cette première émission, je vais vous parler d'un ouvrage majeur de la culture comics, Watchmen d'Alan Moore et de Dave Gibbons, et je vais vous donner mon sentiment sur le dernier livre de J.K. Rowling, Harry Potter et l'Enfant Maudit, qui vient juste de sortir en langue française. Let's go! Watchmen. Dès sa sortie, Watchmen secoua le monde de la bande dessinée. Scénarisé par Alan Moore et dessiné par Dave Gibbons, le roman graphique est sorti en 12 épisodes entre 1986 et 1987. Il rafla de nombreuses récompenses, le prestigieux prix Hugo en 1988 et le prix du meilleur album étranger à Angoulême en 1989. Le journal Le Times le classa même parmi les 100 meilleurs romans jamais écrits. Le pitch. L'histoire des Watchmen est une uchronie se déroulant en 1985. Des super-héros ayant cessé leur activité de justiciers sont la proie d'un complot qui vise à les éliminer les uns après les autres. En même temps, sur la scène internationale, la Troisième Guerre mondiale menace d'éclater à tout moment. Le récit s'ouvre sur le comédien, un ancien super-héros qui est mystérieusement assassiné. Dernier justifié encore actif, Rorschach décide de mener l'enquête. Remontant le complot qui a conduit à ce meurtre, il reprend contact avec d'autres justiciers en cessation d'activité, parmi lesquels le docteur Manhattan, le seul à détenir de réels super-pouvoirs et clé de voûte du précaire équilibre mondial. Le monde de Watchmen est donc le nôtre, mais un événement a changé l'histoire telle que nous la connaissons. Cet événement, c'est l'apparition du docteur Manhattan. Suite à un accident nucléaire en 1959, le physicien John Osterman est désintégré. Toujours en vie, mais transformé, il réussit peu à peu à se reconstituer, apprenant à maîtriser les atomes et revenant sous la forme d'un homme bleu. Ce surhomme est doté de pouvoirs le faisant presque l'égal d'un dieu. Grâce à lui, les États-Unis gagnent la guerre du Vietnam, le scandale du Watergate est étouffé, le pétrole n'est plus une des principales sources d'énergie et Richard Nixon est toujours président. Alors que les autres justiciers masqués de la série sont des hommes ordinaires, souvent dépassés par leur propre statut et dont la légitimité est fortement remise en cause, le docteur Manhattan représente l'arme absolue, ce qui est plus que problématique. Son pouvoir est l'objet de toutes les convoitises, mais qui contrôle vraiment le docteur? Les États-Unis? Ses amis? Sa femme? Lui-même? Ou y a-t-il un homme dans l'ombre qui tire les ficelles et qui amène inexorablement l'humanité vers sa fin? Le contexte. Pour les historiens de la bande dessinée américaine, 1986 est l'année où les comics mainstream sont devenus plus matures, plus adultes. En l'espace de 6 mois sortent 3 récits majeurs devenus depuis des classiques. The Dark Knight Returns de Frank Miller, le premier tome relié de Moss d'Art Spiegelman et enfin Watchmen. On trouve dans ces récits des thèmes sombres, subversifs, avec l'ambition de porter le médium au sommet. Il devient dès lors évident que les comics ne sont plus réservés aux enfants ou aux adolescents. Les super-héros peuvent être en effet complexes et porter un message critique, voire politique. Watchmen, par exemple, vise particulièrement les dirigeants conservateurs des années 80, Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Angleterre. Bien entendu, la révolution de la bande dessinée dite pour adultes avait déjà eu lieu, mais en 1986 aux États-Unis, elle était encore cantonnée à l'underground. En Europe, la création de Métal Hurlant, de l'Écho des savanes et de Fluide glacial dans les années 70 imposa un nouveau ton, une nouvelle approche. Ces mouvements européens, avec des membres aussi illustres que Druillet et Moebius, influença profondément les auteurs anglo-saxons. Mais au-delà de cette influence, c'est le talent des 2 auteurs britanniques qui fait de Watchmen une œuvre à part. Privilégiant la psychologie des personnages sur les scènes d'action et alternant sans cesse entre des récits dessinés, des histoires annexes et des coupures de journaux, le scénario d'Alan Moore regorge d'inventivité visuelle. Le scénariste et le dessinateur ont pris un plaisir fou à jouer avec la structure des planches et ont construit certains chapitres en palindrome, une dimension littéraire inédite qui allait définitivement décomplexer les comic books américains. Mon avis. Plus qu'une bonne histoire, Watchmen est une expérience de lecture rare dans le milieu des comics. Il faut le lire pour s'en rendre compte.
oubliez le film, il ne donne qu'un aperçu général de l'œuvre. Watchmen se lit en effet à plusieurs niveaux. Graphiquement, Dave Gibbons, tout en semblant rester classique dans son apparence générale, joue avec le symbolisme et s'affranchit intelligemment du comic code. Son art se situe dans les détails et dans ses figures de style. Scénaristiquement parlant, Alan Moore invente une histoire protéiforme. L'album est entrecoupé de plusieurs pages de documents, articles de journaux, journal intime et même une histoire de pirate fantastique que lit un personnage secondaire. Ces documents ne servent pas directement à l'intrigue du récit, mais permettent de donner une profondeur au monde décrit. Une des grandes qualités justement du scénario réside précisément dans cet entremêlement des histoires, des vies et des destins des personnages. L'histoire nous montre des super-héros vieillissants et qui connaissent la corruption, le doute, la folie et la dépression. Watchmen n'est pas seulement une BD de super-héros, c'est aussi une BD sur les super-héros et une analyse sur ce que sont devenus les super-héros américains. C'est une réflexion en creux des auteurs sur leur propre médium. Alan Moore est quelqu'un qui s'interroge toujours sur ce qu'il produit. Il ne croit pas à l'homme providentiel et ses super-héros sont souvent déboulonnés. C'est le cas dans Watchmen, mais aussi dans ses autres comics comme V pour Vendetta ou Miracleman. Moore remet en cause les pouvoirs établis, mais aussi les contre-pouvoirs, esquissant donc le visage d'une société entre gris clair et gris foncé où le désespoir n'est jamais loin. Bref, c'est un comic book intelligent, profond, haletant et diablement prenant. C'est une œuvre incroyable que je vous conseille évidemment de lire ou de relire. Passons maintenant à Harry Potter et l'enfant maudit. Harry Potter. Ce livre, sorti en version française le 14 octobre dernier, n'est pas un roman, mais le texte d'une pièce de théâtre qui s'est jouée pour la première fois le 30 juillet 2016 au Palace Theatre à Londres. 3 personnes ont contribué à ce texte, J.K. Rowling, Jack Thorne et John Tiffany. Le pitch. L'action se déroule 19 ans après les événements du livre Harry Potter et les reliques de la mort, et suit les aventures d'Harry Potter, désormais employé au ministère de la Magie, et de son plus jeune fils, Albus Severus Potter. Albus est le seul Potter à faire partie des Serpentards, et c'est dans ce groupe qu'il se lie d'amitié avec Scorpius Malfoy, le fils de Drago Malfoy. Si Harry Potter adorait Poudlard étant jeune, c'est tout le contraire pour son fils qui vit un véritable calvaire dans l'école de magie. Moqué par les élèves pour ses résultats médiocres, il est défini comme étant le fils raté d'Harry Potter. D'année en année, son mal-être devient explosif et ses relations avec son père sont tendues et marquées par une incompréhension mutuelle. Or, durant sa 4e année à Poudlard, une rumeur se répand selon laquelle le ministère posséderait un retourneur de temps. Un soir, Amos Diggory, se fiant à cette rumeur, vient demander à Harry de sauver son fils, grâce à ce retourneur. Mal à l'aise, car portant la culpabilité de la mort de Cédric Diggory, Harry se voit contraint de refuser et ment en affirmant que le ministère n'en a aucun. Albus, qui a entendu la conversation, s'engage alors dans une quête périlleuse pour voler le retourneur de temps en compagnie de Delphi, la nièce d'Amos, et de Scorpius, son seul véritable ami. Son but, c'est de réparer la faute de son père et de sauver Cédric au moment des épreuves de la Coupe du Feu. Mais peut-on voyager à travers le temps sans faire de casse? Peut-on modifier le passé sans danger? Le contexte. On pensait que la saga Harry Potter était terminée depuis la sortie du 7e et dernier tome, il y a un peu moins de 10 ans. J.K. Rowling semblait ferme sur le sujet. Il n'y aurait plus de Harry Potter. Pourtant, nous avons eu la joie de voir sortir cette année ce Harry Potter et l'enfant maudit, 8e histoire de la saga et première histoire officiellement destinée à la scène. Ce fut un véritable succès pour les représentations qui furent données à Londres, où on joua à guichet fermé. Les heureux spectateurs qui ont pu y assister n'ont pas tari d'éloges pour ce spectacle chargé en émotions, inventif dans la mise en scène et bourré d'effets spéciaux. En effet, nous ne sommes absolument pas dans un huis clos, mais dans une pièce qui change de décor à la vitesse de l'éclair, réussissant à retranscrire les sorts les plus complexes avec virtuosité. En fait, les spectateurs ont pu vivre un moment de magie pure, comme seul le spectacle vivant peut le réaliser. Le résultat fut plus mitigé lorsque la pièce sortit en version écrite.
Bien sûr, cela fut un immense succès de librairie. Des tonnes d'exemplaires furent écoulés en très peu de temps. Mais quelques critiques s'élevèrent contre ce livre, et particulièrement au sein de certains fans de la saga. Des mots durs furent prononcés. Incohérence, mièvrerie des dialogues, histoire téléphonée, fanservice. Pour certains, la déception était à la hauteur de l'attente. Mon avis. J'ai vraiment beaucoup aimé Harry Potter et l'Enfant Maudit. Ce livre n'est pas un roman, mais le texte d'une pièce de théâtre, et bon nombre des critiques émises contre l'ouvrage viennent de cette confusion. On ne lit pas un texte de pièce de théâtre comme un roman, tout simplement parce qu'il n'y a pas de narration. Tout passe par les dialogues. Les petites précisions apportées pour la mise en scène, les fameuses didascalies, ne sont pas des descriptions de romans, elles sont courtes et sommaires, et c'est tout à fait normal. De ce fait, si vous lisez cet ouvrage comme un roman, vous allez vite vous sentir frustré de ne pas avoir plus de détails sur les décors ou sur les pensées des personnages. L'action va vous sembler se passer très vite, parce qu'elle n'est pas ralentie par les paragraphes habituels qui entourent les dialogues. Bref, vous allez passer à côté de la richesse du livre en oubliant de le lire comme il doit être lu, c'est-à-dire non pas comme un roman, mais comme une pièce de théâtre. Pour ce faire, il faut imaginer une scène et des acteurs réels devant vous, car cette histoire est écrite pour la scène et trouve ses ressorts, ses effets sur une scène de théâtre. Par exemple, il y a un passage dans le livre où des détraqueurs entourent les protagonistes. Si vous lisez ce passage comme un roman ou en imaginant les images d'un film, la scène va vous paraître banale ou en tout cas déjà vue. Mais si vous situez l'action sur une scène et que vous suivez les indications précises des auteurs, alors vous vous imaginez assis en tant que spectateur, dans la pénombre, les acteurs sont paniqués, un vent froid réel passe entre vos pieds, des tentures noires s'élèvent derrière vous et entre les travées. Elles forment des silhouettes fantomatiques et un son strident arrive du fond de la salle. Harry Potter. Et là, vous vivez la scène, vous devenez acteur de la mise en scène, vous ressentez les choses autrement. Quant à l'histoire proprement dite, loin d'être simple, pour moi, elle tient toutes ses promesses, pleine de suspense, de magie et d'émotion. C'est avec un immense plaisir que l'on retrouve tous les personnages, et la nouvelle génération est elle aussi très réussie. Albus et Scorpius sont très intéressants et leur maladresse est touchante. Je ne vais pas vous spoiler, mais cet ouvrage permet de faire un tour d'horizon de toute la saga, et loin d'être du fanservice, c'est un plaisir incroyable de voir autant de personnages. Surtout si on retranscrit cela sur une scène de théâtre. Bref, je ne peux que vous conseiller de lire cet ouvrage. Avec juste une petite prescription, faites attention de le lire comme il faut. Ce n'est pas un film, pas un roman, pas une nouvelle, mais un texte pour le spectacle vivant. Il me tarde d'ailleurs d'assister un jour à une représentation de cette pièce magnifique. Voilà, il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau BiblioZoom. Lisez des livres, c'est bon pour le cigare. Ciao!